D'après le MEDEF, l'absentéisme est un vrai fléau. Mais aujourd'hui, Gilles a une excuse aussi valable que familiale, et il nous a même fourni un mot d'excuse. Nous allons donc aujourd'hui essayer de faire cette émission sans Gilles. Amis du jour, bonjour. Oui, alors je sais, Gilles ne commence pas du tout comme ça, il commence toujours en disant « Bonjour les gens », c'est parce que Gilles aime bien les gens. Mais comme Gilles est inimitable, j'ai préféré utiliser une formule carrément différente. C'est le sixième, pas le dixième, non pas déjà le dixième, le sixième numéro de Je dirais même plus. Je dirais même plus l'émission pour... L'émission pour les moules à gaufres, les paltoqués et les bachibouzouks de 7 à 127 ans. Mais pour ces derniers, je préviens tout de suite, nous ne fournissons pas les appareils auditifs. Une émission présentée par une belle bande de passionnés, dont Benoît. Bonjour Benoît. Salut à toutes. Au sommaire, les chroniques habituelles de Clotilde, Benoît et Damien, le conseil d'un libraire et une formidable invitée formidable, d'autant plus formidable que c'est notre première invitée, je dirais même plus, sur Station Millennium, avec Greg à la réalisation. C'est parti! Je dirais même plus! Bonjour Clotilde. Salut André, ça va? Oui, ça va Clotilde. Clotilde, est-ce que tu sais que tu es notre princesse? Une princesse qui aime princesse. C'est ça Clotilde? J'ai tout bon? Presque André. Effectivement, comme tu le dis, ma chronique du jour est consacrée à Princesse aime princesse, un livre de Lisa Mendel, un conte de fées moderne. Mais pour commencer, qui est Lisa Mendel pour ceux qui ne la connaissent pas? Eh bien déjà, comment vous pouvez ne pas la connaître? Elle dessine dans les clés d'actualité junior, dans Cho, dans Le Monde. Elle a reçu le prix Tam Tam, du festival de bande dessinée. Tom et Nana, tu pensais à Tom et Nana. Exactement. Elle a reçu le prix Artemisia de la bande dessinée féminine. Elle a été jury du festival d'Angoulême et est d'ailleurs cette année en lice pour le Fauve d'Or pour le recueil Une année exemplaire, une web-série BD qu'elle diffusait quotidiennement sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, @mandel-lisa. Faisant le constat que les auteurs de bandes dessinées sont peu payés sur les albums édités par les maisons d'édition traditionnelles, elle lance en 2020 avec d'autres auteurs les éditions exemplaires, qui ont déjà permis de financer de manière participative une petite dizaine de bandes dessinées, en rémunérant les auteurs à des taux supérieurs à ceux pratiqués habituellement, et ça, c'est plutôt la classe. Pour revenir sur la BD du jour, Princesse aime princesse, c'est donc un conte de fées moderne, pas tout à fait traditionnel. Pas de haute tour où est enfermée une princesse, pas de méchant dragon à terrasser. Attends, mais si, en fait. On suit Codette, jeune fille rousse de 16 ans qui vient d'arriver en France après avoir grandi au Wataku, où la guerre fait rage et dont sa famille a dû fuir. Heureusement, elle retrouve sa cousine qui s'efforce d'apprendre à Codette les us et coutumes des jeunes de son âge. Lors d'une soirée organisée en haut d'une grande tour en verre, Codette est mise au défi d'embrasser Végétaline de Briance, héritière d'un empire agroalimentaire et organisatrice de l'événement. Codette trouve Végétaline et découvre non pas la riche princesse à laquelle on s'attend, pleine de jeunesse, de vitalité, mais une princesse fatiguée, enfermée dans sa chambre par sa mère qui la surprotège, sujette à des crises d'angoisse où elle a l'impression que des mains sortent de sa poitrine et l'étouffent. Les deux jeunes filles tombent sous le charme l'une de l'autre et ainsi débutent les aventures de Codette, qui va devoir, comme je le disais en introduction, libérer la princesse du méchant dragon qui la retient prisonnière, sa mère donc, et la faire quitter sa tour de verre afin qu'elle puisse vivre heureuse. Et avoir beaucoup d'enfants, pour l'interrogation? Sous couvert d'être un conte de fées, le livre aborde des thèmes divers, entre autres la culpabilité ressentie par les émigrés forcés de quitter leur pays, les troubles psychiques liés à l'adolescence, la guerre, les premières expériences sexuelles, la difficulté de s'intégrer dans un nouveau groupe social lorsqu'on n'en connaît pas les codes, et la propension de certains parents qui, voulant protéger leurs enfants, les empêchent de vivre une vie normale. Ça parle aussi et surtout d'amour. Alors oui, c'est un amour entre deux filles, mais ce n'est pas là le cœur du propos.
Ça parle du premier amour, de son innocence, de sa beauté. Ça parle d'un amour si fort qu'il permet de surmonter les obstacles et qui donne la patience d'accepter les faiblesses de l'autre. Le dessin de Lisa Mendel est simple, le même que ceux qu'on retrouve dans Nini Padalo, pour ceux qui connaissent. Et les couleurs sont travaillées en aplat simple, du orange pour les cheveux d'Odette, du rose pour ceux de Végétaline. Cette simplicité est au service du propos qui mêle les sujets graves avec une histoire d'amour, un vrai conte de fées moderne. C'est un livre à mettre entre toutes les mains, ou presque. Ça se lit tout seul, c'est très doux. Et c'est pas que je tiens à vous spoiler, mais pas d'inquiétude, ça finit bien. Bah oui, forcément, c'est un conte de fées malgré tout. Pour ceux à qui ça a donné envie, vous trouverez Princesse M Princesse aux éditions Gallimard dans la collection Bayou, collection dirigée par Johan Sarr. Eh bien, merci Clotilde. Clotilde, tu sais que tu es la seule chroniqueuse capable de lire son texte depuis sa cuisine, son salon ou sa cave, bref, d'un endroit où tu peux te mettre à l'abri des bruits et des trépidations de la capitale pour nous épargner tous les vrooms, les bangs, les bing et toutes les onomatopées de la capitale. Et alors, il faut savoir qu'en plus, la chronique d'aujourd'hui a été enregistrée avec vue sur la Tour Eiffel et Montparnasse. Waouh, Wow, quelle classe. Je dirais même plus. Alors le bruit, ce n'est pas la préoccupation de Benoît Héringuez, puisque nous allons le retrouver dans le silence feutré de sa librairie La Courte Échelle à Rennes, ou allez, peut-être dans le silence des salles de son château. C'est le château de Moulinsart, Benoît ? C'est pas tout à fait le château de Moulinsart, mais ça va être le château d'Anders. Alors du coup, je vais vous présenter un album de saison, donc pour les enfants, on va dire à partir de 8 ans à peu près. Il s'agit du 3e tome des aventures d'Anders, donc ça s'appelle Anders et le château. C'est écrit et dessiné par l'auteur australien Gregory Mackay, donc qui est le premier auteur étranger chez l'éditeur The Hoochie Coochie, et qui vient tout juste de sortir en librairie, donc fin octobre. Là. Alors, l'histoire, je vais vous résumer brièvement l'histoire. Donc c'est un tome 3, mais c'est un one-shot, comme on dit, donc il peut se lire indépendamment et sans avoir lu les 2 précédents opus. Donc l'histoire se passe à Chiffonville, donc c'est l'automne, et Anders c'est un petit écureuil, en fait. Tous ses amis, c'est des personnages animaliers aussi. Un petit éléphant, un crocodile, enfin voilà. Et Anders et ses amis, donc, ils passent leur temps libre après l'école à s'amuser, faire des courses de bestioles volantes et des choses comme ça. Et ils vont se retrouver encore une fois embarqués dans une histoire assez incroyable. Donc, pendant une excursion scolaire, ils vont aller visiter un vieux château qui s'appelle le Roc de Castelchiffon, et ils vont découvrir une vieille carte qui va les mener justement après pas mal de péripéties jusqu'à la forêt des Brumes et enfin au château de Rochevieille. Donc c'est un vieux château oublié où ils vont rencontrer une étrange bestiole abandonnée. Donc c'est vraiment une petite série animalière très sympathique. Donc on a affaire à une bande d'amis intrépides qui doit à chaque fois, comme dans chaque aventure, se serrer les coudes, faire preuve de solidarité. Donc l'histoire développe des thèmes comme l'entraide, la force du collectif et tout ça. Donc c'est vraiment très très chouette. On peut remarquer que il y a une évolution par rapport au tome précédent, puisque le jeune écureuil Anders, il était un peu candide et tout ça au début. Là, ils ont quand même bien grandi, lui et ses copains. Ils ont acquis pas mal de maturité, et puis petit à petit, on va dire que la petite troupe elle s'est un peu émancipée de la bienveillance parentale qu'on retrouvait plus dans les précédents tomes. Donc c'est une histoire au rebondissement multiple. Il y a beaucoup d'humour, surtout beaucoup d'humour, et quelques intrigues. Et si je peux parler de l'illustration rapidement, alors c'est assez original ce qu'il fait. C'est minimaliste. Il y a un petit côté simple et naïf, mais c'est faussement minimaliste. C'est quand même assez travaillé, très coloré. Là, il fait ses couleurs lui-même. Et voilà, les petits animaux sont terriblement attachants. Hein. C'est vraiment tout fait pour qu'on s'attache à chacun d'eux. Ils ont leur personnalité forte, ils ont leur petite bestiole volante.
c'est pas mièvre. Enfin voilà, le propos est traité de façon assez fin, avec beaucoup de poésie, et puis voilà, les interactions et les dialogues entre les différents personnages sont assez savoureux. Donc je voulais juste rajouter aussi que l'ouvrage est vraiment très joli en termes d'édition, puisque c'est un petit format. Donc comme on fait un petit peu les BD, il y a beaucoup de BD qui sortent comme ça pour les enfants maintenant. Les petites BD de chez Bayard, Mortel Adèle, Ariol et tout ça. Et là, c'est un format à peu près équivalent, un petit format donc cartonné. Et il est embossé, donc voilà, il y a le titre et tout est incrusté à l'intérieur. Donc c'est vraiment une reliure de premier choix, un bel objet, quoi. Il est vraiment très joli. Et c'est un format que les jeunes aiment bien. Bah ouais, parce que c'est un format qui tient un peu dans la main, dans la poche, qu'on peut trimballer un peu partout. Donc ouais, c'est un format qui est vraiment plébiscité aujourd'hui, ouais, pour les BD jeunesse en tout cas. Et je vais rajouter que la BD elle a remporté un prix que je ne connaissais pas, qui s'appelle le First Gold Ledger Award en 2020, qui est la plus haute distinction, je crois, pour une bande dessinée australienne. Voilà. Donc l'auteur travaille apparemment il travaille aujourd'hui à la réalisation du 4e tome, et qui sera le dernier tome de la série. Ok. Voilà. Eh ben merci beaucoup Benoît, merci pour tes précieux conseils, et surtout à une période où on commence à penser sérieusement au cadeau de Noël. Ben voilà, c'est ça, ouais. Je me suis dit que celui-là pourrait trouver sa place sous un sapin facilement, parce qu'il est vraiment très joli. Eh bien, encore merci de nous faire la courte échelle pour accéder au superbe rayonnage de ta librairie. À bientôt. Ah, c'est super. Merci à vous. À bientôt. Salut. Je dirais même plus. Alors, encore un Benoît. Vraiment, je suis entouré de Benoît. Il y a plein de Benoît. Pour m'y retrouver, c'est facile. Parce que celui qui est devant moi, il a un accent circonflexe sur le « i », tandis que, d'après ce que j'ai vu, l'autre n'en a pas. Et Benoît, tu vas nous parler, mais en souriant, du jour le plus long du futur. Tu es allé dans le futur pour t'informer pour ta chronique ? Pas exactement, j'ai juste lu et relu ce livre plutôt malin, réalisé par l'auteur argentin Lucas Varela, dans le cadre d'une résidence d'auteurs à la Maison des auteurs d'Angoulême, dans la collection Shampoing en 2015, édité chez Delcourt. Cet ovni de la narration séquentielle s'inscrit au pinacle de cette cathédrale du genre SF en bande dessinée et sur mes étagères. Et pourquoi au pinacle, me demanderez-vous ? Eh bien, parce que, vous répondrai-je. D'abord parce que l'on retrouve l'esprit astucieux de l'auteur, mais transposé dans un univers de science-fiction, inusité pour lui en 2015, alors qu'il réalisera ensuite un autre album intitulé « L'humain » chez Dargaud. Mais on ne doit pas le lire comme un vol d'essai pour l'humain, mais je dirais même plus, bien comme une œuvre à part entière. On retrouve ces planches dans le dernier numéro du nouveau Métal Hurlant. Et si l'on voulait faire un rapide résumé de l'intrigue, nous pourrions seulement évoquer des espions intégrés dans les deux camps adverses, dans un univers robotisé. Un robot ménager devient d'ailleurs une arme fatale redoutable, où la population est relativement soumise à de nombreux retournements de situation, et dans lequel l'humour domine de manière subtile, même s'il s'agit encore d'une bande dessinée où l'on n'apprend rien. Mais Benoît, là, il ne s'agit pas d'un comics cette semaine. Ouais, j'avoue. One shot très curieux, le jour le plus long du futur, s'ajoute à la longue liste des histoires muettes qui égrènent l'histoire de la bande dessinée. On évoquait d'ailleurs précédemment, sur cette même antenne et dans cette même émission, sur Station Millennium, même le dernier souffle de Thierry Martin. Et ce n'est pas seulement car elle permet d'être éditée dans le monde entier sans traduction, mais surtout parce qu'elle exige une lecture très attentive de tous les détails qui s'offrent à nous et à chaque vignette ou à chaque page. Il faudrait d'ailleurs un jour écrire une thèse sur le degré du mime dans les mises en scène des personnages dans les BD muettes. Oui, ou pas. Ou pas. D'ailleurs, la mise en page en gaufrier domine dans les pages, pour mieux suivre l'intrigue et ses détails. Mais
elle alterne parfois aussi avec des illustrations pleine page pour ouvrir sur d'autres univers ou clore une séquence narrative. Car finalement, ce qui m'intéresse, c'est que le jour le plus long du futur pourrait se résumer, si c'est possible, en une mise en abîme constante des séquences imbriquées les unes dans les autres avec beaucoup de talent. La première vignette se présente d'ailleurs sous la forme d'une carte postale au centre de la première vignette. Carte postale que l'on retrouve ensuite dans le récit de façon inattendue. De même, les accroches en fin de page nous ouvrent des champs scénaristiques étonnants et l'on passe d'un protagoniste à un autre avec brio, comme d'une situation à l'autre, que ce soit le rêve ou la fiction, grâce à des accessoires comme une valise alien, une carte ou des fenêtres dessinées, à travers lesquelles les personnages rejoignent d'autres lieux. D'ailleurs, plusieurs chapitres découpent le livre au titre plus ou moins anecdotique. Par exemple, la mouche ou le mauvais café, qui génèrent en réalité des situations graves et des conflits armés homériques. En termes de style, celui de Luca Varela s'adapte parfaitement au récit grâce à une ligne claire maîtrisée hyper lisible et une belle harmonie de couleurs pastel en aplats adéquats. Eh bien, voilà une chronique qui ne tombe pas à plat. Et pour finir, il faut parfois lire et relire cet astucieux album au regard de son ambition, pas compliqué, mais justement complexe, ce qui le rend plus qu'intéressant car il joue avec les particularités du médium, avec jubilation. Eh bien, merci Benoît. Nous allons procéder maintenant à une première pause musicale avec Loïc Lantoine et sa voix si particulière. Il chante vachement bien, c'est sûr, parce que n'est pas Assurance Tourix qui veut. Merci Gilles pour ce choix. Vous êtes toujours avec Je dirais même plus sur la Millennium Station depuis Perros-Guirec. Et maintenant est venue l'heure de notre grand et bel entretien avec Zelba, autrice de Mes mauvaises filles aux éditions Futuropolis. Benoît, à toi de jouer. Guten Tag, Zelba. Guten Tag, Benoît. Si tu veux bien, nous allons démarrer l'entretien par un petit résumé écrit par Gilles de ton livre que je vais essayer de relire. Alors, tout comme Sunset Boulevard, l'album de Zelba débute avec une voix off dont nous comprenons assez vite qu'elle n'est plus de ce monde. C'est Brie, la mère de Ylva et Liv, qui s'adresse aux lecteurs et lectrices et nous parle de ses derniers instants. Le sujet peut sembler bien grave et pourrait faire peur, mais Zelba a réussi à l'amender sans jamais le dénaturer, en nous présentant les deux sœurs et leurs caractères bien différents avec beaucoup de douceur et d'humour. On suit avec grand plaisir cette petite sororité et nous sommes avec elles lorsqu'elles vivent les derniers instants de leur maman. L'album est aussi rempli de scènes gorgées de vie, puisque l'autrice nous expose les rapports entre ces deux personnages et la vie de couple de l'une d'entre elles, sa vie de femme enceinte de son deuxième enfant, au moment du décès de sa mère et de sa vie de jeune maman. Le dessin et les couleurs de Zelba apportent une belle fraîcheur aux scènes de répit et sait se faire plus discret lorsque l'émotion monte. Par sa force, ce livre rappelle une mort très douce, le superbe témoignage de Simone de Beauvoir sur les derniers jours de sa mère, jours qu'elle traverse, elle aussi, avec sa sœur Hélène. Ces deux œuvres abordent avec un beau courage un sujet délicat, voire très sensible, mais le partagent avec une grande douceur. Et c'est cette douceur précisément qui en rend la lecture passionnante, enrichissante et aussi joyeuse d'une certaine façon. Car si Thanatos s'invite bel et bien durant quelques pages, il ne vous empoisonnera nullement la lecture, balayé qu'il est par l'amour que se portent ces deux frangines et aussi l'amour qu'elles portent chacune à sa manière à leur maman disparue. Ce sont Les mauvaises filles chez Futuropolis par Zelba. Alors, voilà. Merci beaucoup à Gilles. N'est-ce pas, il écrit bien? Chouette. Et tout est dit en fait. Au revoir. Alors, pour commencer, tu reviens de Saint-Malo, et nous aussi finalement. Est-ce que tu n'es pas trop rincé par le temps et par le marathon des rencontres?
Comment ça s'est passé à Saint-Malo? Une réponse honnête ou Nous sommes à l'antenne. édulcorée? Non, je suis fraîche comme une rose là. Je n'ai aucune cerne sous les yeux. Ah, bravo. Non, ça va. C'était chouette, un chouette Saint-Malo. Ouais. C'est la première fois que tu venais à Saint-Malo? Non, je crois que c'est la 4e déjà. Ouh, d'accord. Ok. Oui, non, c'est toujours très appréciable d'être à Quai des Bulles parce que c'est un beau festival, un beau grand festival qui reste quand même à l'échelle humaine avec de belles expositions et de belles rencontres. Mhm. Justement, peut-être un coup de cœur de ce festival? Un coup de cœur. Alors cette fois-ci, j'ai vu très peu. J'ai eu beaucoup de rendez-vous. Non, je pourrais pas dire. D'accord. Alors, on voulait savoir d'où venait ce curieux pseudonyme de Zelba. Alors, c'est pas si curieux que ça. Parce Quand même. C'est Ich selber en allemand veut dire moi-même. D'accord. Et quand j'ai commencé ma carrière dans la bande dessinée avec les premiers livres et les premières invitations à des salons de BD, des festivals, etc., des séances de dédicaces, je me suis vite rendu compte que c'était pas une très bonne idée de publier sous mon vrai nom de Wiebke Petersen, parce que c'est juste quand on est français et on voit écrit ce nom, eh bien, on ne sait pas très bien le prononcer et j'ai eu beaucoup de questions. Ouais. Toujours les mêmes et je me suis dit, bon, ça va être plus simple de partir incognito sous le manteau D'accord. et en cachette d'un pseudonyme. Et donc voilà, Ich selber, c'est moi-même avec un orthographe francisé. Merci pour nous. Oui, pour moi aussi, parce que c'était pas très... Non, en fait, c'est très agréable d'avoir un pseudonyme, surtout quand on fait de l'autobiographie et on raconte parfois des choses un peu intimes. Mhm. Ça met un petit filtre. On a l'impression c'est pas tout à fait soi-même qui raconte tout ça. Ouais. C'est On y reviendra. J'ai l'impression que je me lâche un peu plus sous pseudonyme que si je travaillais sous mon vrai nom. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Tu as obtenu récemment un prix à la fête du livre de Saint-Étienne et ton livre devient l'une des meilleures ventes actuelles. Cela change la vie pour la suite de tes projets professionnels? Ouf, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça change. J'ai remarqué quand même que ça devient plus facile de rencontrer des gens. Il y a des personnes qui s'intéressent à mon travail qui ne savaient pas que j'existe avant. Donc ça va changer. Agréable. Mais après, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Je ne sais pas. D'accord. Je te dirai ça dans 2 ans. Ok, on pourra te rappeler? Ok, pas de problème. Après avoir publié chez Gergil et Marabule, tu as rejoint Futuropolis avec Dans le même bateau et Mes mauvaises filles chez cet éditeur. Sur quoi travailles-tu ensuite et chez qui? Alors moi j'ai travaillé déjà avant avec beaucoup plus de maisons d'édition. Ouais. J'ai cité, j'ai travaillé avec la boîte à bulles, avec Delcourt et First. D'accord. J'ai travaillé avec l'atelier du poisson soluble aussi. Donc, j'ai fait beaucoup d'essais, des livres très différents, donc qui ne rentraient pas forcément dans la même dans un catalogue en fait. D'une seule maison d'édition. Et là, pour la suite, pour le prochain, qui est déjà un petit peu sur les rails, mais pas tout à fait signé. Mais bon, je pense que ça va se faire. C'est de nouveau avec Futuropolis et c'est une pure fiction cette fois-ci, parce qu'après Mes mauvaises filles, je pense que maintenant j'ai besoin de faire quelque chose d'autre que de l'autobiographie et quelque chose d'un peu plus léger. D'accord.
Alors, dans le même bateau, tu reprends les personnages des deux sœurs, dont celle de Zelba est plus... dans le dernier, Ylva est plus exposée. Tu reprends les deux personnages des sœurs dans le même bateau, mais avec des prénoms différents. Alors comment parviens-tu à jongler avec cette grande intimité des personnages et des personnes en réalité qui existent? Alors, dans le même bateau, c'est vraiment très très autobiographique. Donc là, pour le coup, j'ai gardé nos vrais prénoms. J'ai gardé les vrais prénoms des personnes pour raconter cette histoire. Après, c'est une histoire. C'est intime pour moi, hein, parce que dans cette histoire-là, je raconte aussi mon passage de la fille à la femme, etc. Mais je raconte pas trop de choses très très intimes sur les gens autour de moi. Donc c'est de l'autobiographie plus assumée. Donc j'ai choisi de donner mon vrai prénom à ce personnage de BD qui est moi-même. Et dans Mes mauvaises filles, j'ai préféré créer une petite distance peut-être avec l'histoire qui est plus dure, qui m'a fait quand même un peu plus peur. Et donc j'ai changé les prénoms, à part ceux qui ne sont plus de ce monde. Et j'ai romancé aussi un petit peu les vies des uns et des autres qui sont encore là pour garder leur intimité. Bien sûr que quand je raconte des choses de ma vie, et ma sœur, elle est intimement liée à tout ce que je vis, parce qu'elle fait vraiment partie de ma vie de tout le temps. Bien sûr que pour certaines scènes, je lui demande si elle est d'accord, si j'ai le droit de raconter ça, ou si elle préfère que je romance un peu pour. D'accord. Mais en fait, je raconte des choses qui sont loin maintenant, hein, qui remontent dans le même bateau, ça remonte à il y a 30 ans. Donc on est parti du principe qu'il y a prescription. D'accord. Ouais, c'est important, ouais. Donc j'avais le droit de tout raconter. Elle me fait confiance. On va déjà passer à la pause musicale, Zelba. Tu as choisi Where is my mind des Pixies. Et on te retrouve ensuite. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Stop. Génial. Oh, ça reste merci pour ce choix musical. C'est bon, hein. Ouais, ça fait du bien. On ne peut pas ne pas danser quand on écoute ces chansons. D'ailleurs, André est parti dans le studio faire des claquettes. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer pourquoi ce choix musical? J'adore cette chanson. J'adore. Je sais pas, je trouve qu'elle ne vieillit pas. Ça me fait toujours autant plaisir de la croiser et de l'écouter, et je trouve qu'elle fout la banane. Exactement. Et ça nous laisse rester jeunes. On s'était quitté tout à l'heure à propos des dédoublements de personnalité. Comment tu le gères entre ton pseudo, les différents prénoms que tu donnes à tes personnages principaux? Est-ce que ça se passe bien, le dédoublement de personnalité? On est plusieurs dans ma tête, c'est ça que tu veux dire. Ça se passe très bien, parce que je suis toujours dans un livre à la fois, hein. Je travaille sur un livre, et le pseudonyme, en fait, il est assez abstrait pour moi, parce que à part dans le boulot, personne ne m'appelle par le bas. Donc ça va. Ça se passe très bien. Précédemment, tu nous disais que tu allais quitter une partie autobiographique pour te lancer dans une fiction pure. Est-ce qu'il s'agit d'un western ou de la science-fiction Non, c'est plutôt un peu comme un conte ou une fable, mais qui est ancrée dans le réel. Je vais pas encore parler beaucoup de
J'aime pas parler des projets qui... Oui. Voilà. D'accord. Je vais laisser d'abord... je vais d'abord travailler et après on en parle. Ok. Alors, dans la postface du livre Mes mauvaises filles, tu expliques très bien le temps de gestation qu'il a fallu pour le réaliser. Les notes perdues, véritable acte manqué. Et l'on comprend bien, au regard du sujet, tout le travail en cours pour le faire. Est-ce que les autres livres t'ont pris autant de temps ? Ah non. Ça, c'est vraiment... Je l'explique. D'ailleurs, Mes mauvaises filles, ce projet-là, je pense que c'est le projet qui m'a poussé à faire de la BD au départ. C'est vraiment parce que j'ai voulu raconter cette histoire-là, ou pas cette histoire-là, mais je voulais faire quelque chose autour de cette fin de vie de ma mère, de parler de la mort assistée, de la violence aussi que ça signifie il faut que ça se sache, il faut qu'on change les lois, il faut qu'on rende plus facile ces départs qui sont inéluctables quelque part et qu'on pourrait rendre beaucoup plus humain que c'est le cas pour l'instant. Donc j'avais très tôt envie d'en faire quelque chose, mais je ne savais pas sous quelle forme et donc j'ai commencé à faire de la BD toujours avec cette petite idée en tête de faire quelque chose, mais jamais je me suis sentie prête parce que je n'avais pas les armes pour le faire et ça a mis aussi longtemps parce que j'ai d'abord dû digérer la chose, ouais. Apprendre mon métier aussi, donc faire beaucoup de livres pour à chaque fois progresser un petit peu. Et puis aussi trouver l'angle d'attaque. C'est pour ça que j'ai choisi de donner la parole à ma mère, parce que si j'avais raconté ça ou si j'étais la narratrice du livre, j'aurais peut-être eu tendance de faire quelque chose de plus larmoyant ou de plus... oui, voilà. On tombe jamais dans le pathos dans ton livre. J'espère. Je pense que j'ai trouvé cette idée-là de laisser parler ma mère, qui était une femme très drôle et avec beaucoup de peps. Et je me suis dit, si c'est elle qui raconte, ça va être plus supportable pour moi et pour les lecteurs et lectrices aussi. Scénaristiquement en parlant, c'est vraiment très bien puisque ça nous permet d'avoir un éclairage, un double éclairage sur ce qui se passe en vrai dans l'action. Et comment tu as réussi à écrire avec les souvenirs dont tu disposais? C'est délicat. Alors, j'étais très très proche de ma mère. On a parlé vraiment beaucoup de tout. Donc, je connaissais très bien ses avis sur toutes les choses que j'aborde. J'aurais pas osé lui faire dire des choses dont je n'étais pas sûre que, voilà, je ne voulais pas la trahir. Mais c'était assez simple, en fait, au fil des pages, d'imaginer ce qu'elle aurait pu dire dans une telle situation. Je n'ai pas écrit de scénario avant, en fait. J'ai construit le récit au fil des pages et ses paroles à elle sont venues assez spontanément, comme elle aurait peut-être pu le dire dans la vie. Et c'était pour moi un plaisir vraiment énorme d'entendre sa voix dans ma tête et de la rendre vivante de nouveau. Justement, c'est très subtil la manière dont tu avances dans l'histoire et malgré les différentes techniques que tu sembles adopter pour travailler les différentes séquences, comment tu t'y es prise pour aborder les différentes séquences graphiquement, je veux dire? Alors, ce qui change surtout, c'est la mise en couleur. Le dessin, il est presque toujours le même, à part peut-être le dessin de certains souvenirs où j'ai délibérément choisi de changer un petit peu de technique, un peu de style de dessin pour qu'on sente bien que c'est autre chose. C'est autrement dans le récit, le jour présent, qui est le remariage du père, qui est un peu le cadre de cette histoire,
qui C'est une excellente idée d'ailleurs. encercle le grand flashback Mhm. qui nous mène à la clinique sur les 2 derniers jours de Brie et cette fin de vie qui est plutôt tenue dans des bleus-gris assez sobres. Et cette journée cadre du remariage, elle est très très colorée et pour moi cette mise en couleur, elle symbolise vraiment la vie. C'est un moment où la vie est déjà de retour, où sans que les filles le sachent peut-être, mais c'est voilà, la vie continue, la mère est morte, mais elle est tout de même un peu là parce que Brie est le joyeux fantôme de l'histoire et elle est là jusqu'à la fin et on sent bien qu'elle reste présente. Et c'est vraiment très étonnant comment tu arrives à gérer les transitions entre les différentes séquences. Il y a un côté cinématographique dans le passage entre les textes, les dialogues et les différentes séquences que tu amènes. Alors, déjà, je suis très cinéphile, donc ça me fait très plaisir que tu dises ça, parce que pour moi, faire un livre est vraiment comme faire un petit film. Je réfléchis où je pose la caméra, quel plan je vais choisir pour montrer telle ou telle scène. C'est vrai que ça a un côté un peu cinématographique, ouais. Après, je pense que dans l'écriture comme dans le même bateau et aussi Mes mauvaises filles, où je n'ai pas travaillé avec un scénario, mais où j'ai préféré me laisser surprendre moi-même de la prochaine scène qui arrive. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Le temps passe. J'ai une foule d'autres questions. Je vais terminer par celle-ci. As-tu envie de travailler avec d'autres auteurs pour des projets communs ou est-ce trop tôt encore dans ta carrière ? Alors là, pour l'instant, les prochains projets, je vais les faire en solo. D'accord. Parce que j'ai du mal à dissocier le dessin du texte. J'aime beaucoup raconter des histoires. J'en ai encore plein dans la tête et beaucoup de choses qui m'intéressent. Et quand j'écris une histoire, j'ai déjà les images en tête ou quand je dessine, les dialogues viennent et pour l'instant, je garde les deux. Je ne délègue pas trop, mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même à terme, un jour. Une dernière question boutade de Gilles, qui n'est pas là, on le souligne. Tu as été championne du monde junior d'aviron il y a quelques années. C'est un sport qui exige une grande implication physique. Maintenant que tu œuvres depuis quelque temps dans la bande dessinée, peux-tu nous dire laquelle des deux disciplines est la plus exigeante ? Alors, c'était beaucoup plus simple de devenir championne du monde d'aviron, parce que ça s'est fait en quelques années. D'accord. Mais en fait, j'ai complètement changé d'état d'esprit. Dans la bande dessinée, je ne vois pas ça comme une compétition, en fait. Ouais, je ne suis pas en compétition avec les autres. Je suis toujours très heureuse quand un ami ou une amie auteur-autrice réussit un livre et rencontre du succès. Je trouve ça génial et je n'essaie pas Voilà, moi je veux juste raconter des histoires et je suis bien sûr très heureuse quand ça trouve un public, mais et c'est très très difficile de mener un bouquin de A à Z. C'est vrai. Il faut beaucoup d'endurance, beaucoup de discipline, donc ça c'est comme je suis contente de l'avoir appris dans le sport. Ouais. Mais ce n'est pas le même. Je n'ai pas les mêmes buts. Je ne veux pas devenir championne du monde de bande dessinée. Bien, c'est déjà l'heure. Merci beaucoup Zelba. On te souhaite un grand succès avec ton dernier album qui semble pouvoir devenir un livre indispensable. Alors, tchuss. Tchuss, merci beaucoup. Et merci Benoît. Tu as bien tenu les avirons sans paradoxe, sans pourtant trop ramer. Et merci infiniment Zelba. Nous sommes vraiment très 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 heureux d'avoir enfin eu une autrice
dans Je dirais même plus. Ce fut un grand plaisir. Voilà. Alors, sans transition, et c'est peut-être même là le problème d'ailleurs, si je dis fuck you, comme ça, tout d'un coup à l'antenne, ça va faire un peu bizarre, mais si je vous dis que c'est le titre de la chanson de Lily Allen, là ça passe quand même mieux. Je dirais même plus. L'exode rural a repris de plus belle, puisque Damien Degnaud, lui aussi, nous livre sa chronique depuis Paris. Peut-être même y a-t-il rencontré Clotilde, car Paris est un village. La ville lumière attire vraiment tous les plus beaux papillons de nuit, de je dirais même plus. C'est pas pour vous raconter les difficultés d'être un animateur radio sur la station Millennium, mais les plus attentifs d'entre vous ont noté que j'avais accroché sur le nom de la galerie Daniel Maguen la semaine dernière pendant l'interview de Olivier Boiscommun. Mais il est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment pouvait bien se prononcer la galerie Daniel Maguen venant de la presse écrite. Pour me rattraper, je me suis rendu rue du Louvre à Paris, à la galerie Daniel Maguen, pour vous faire une présentation des expositions à venir. Alors je suis Olivier Souillet, je suis le directeur de la galerie Daniel Maguen, expert des ventes aux enchères que nous organisons aussi la galerie elle-même, et je suis aussi le directeur des éditions jeunesse, puisqu'on est aussi éditeur de bandes dessinées, de monographies et de livres jeunesse. Et donc la galerie Daniel Maguen est une galerie dans laquelle moi je travaille depuis 20 ans, mais qui existe depuis déjà 30 ans avec Daniel Maguen. Et nous étions au quai des Grands Augustins et nous sommes désormais rue du Louvre à Paris. Déjà c'est un lieu qui est très grand, hein, c'est plus de 100 mètres carrés, nous avons un très haut plafond et nous avons donc la possibilité d'alterner des expositions avec l'œuvre d'un seul auteur ou jusqu'à 3 auteurs sur des expositions de 3 semaines à 1 mois. Là nous venons de terminer une exposition sur Ralph Meyer, sur la série Undertaker, qui était attendue depuis plusieurs années. Nous avions fait avant un catalogue de vente aux enchères uniquement sur son travail, donc qui avait la particularité que tous les originaux avaient été vendus. C'était la première fois que ça nous arrivait sur un catalogue de vente aux enchères. Et là, nous avons eu un énorme succès sur cette exposition, avec, on va dire, basiquement, économiquement, on a vendu pour plus de 400 000 euros d'originaux de Ralph Meyer. C'est-à-dire que c'était vraiment très attendu, puisque cette série est désormais un classique du western, qu'on compare à Blueberry. Et l'ancrage de Ralph Meyer est sublime, c'est vraiment magnifique, au service d'un scénario passionnant de Xavier D'Horizon et une mise en couleur de Caroline Delaby, ce qui fait que ce best-seller nous a permis de mettre en avant les originaux de cette série à la galerie. Cosette, c'est pas la première fois pour nous qu'on l'expose et que nous l'éditons, parce que nous avons déjà édité dans le passé un magnifique une monographie artbook sur Cosette qui est désormais épuisée, qui s'appelait Echo, qui reprenait, c'était un peu une reprise de toute sa carrière. Et maintenant, on édite un nouveau, on va dire, carnet. C'est entre un carnet de route et un journal intime qui s'appelle À l'heure où les dieux dorment encore, donc de Cosette, où vous retrouvez de très nombreuses illustrations, des textes où il explique ses démarches autour de ses moments, ses entr'actes, ou ce qu'il a pu croquer dans ses voyages, ou ce qu'il a ressenti en voyant telle personne, telle ethnie, tel paysage, quoi. C'est vrai que c'est un épicurien et quelqu'un qui est un contemplatif, hein, Cosette. Et je sais qu'il a été très important. Par exemple, on va faire très prochainement une vente aux enchères avec un catalogue de Mathieu Bonhomme autour de l'univers de Charlotte et de son second Lucky Luke. Le premier avait été un succès avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Et par exemple, Cosette est un auteur fondateur, un des auteurs fondateurs de Mathieu Bonhomme. Il y a une parenté. Donc voilà, donc pour la seconde fois, on fait une édition avec Cosette et on a la fierté de pouvoir l'exposer à la galerie du 17 novembre au 11 décembre. Nous avons eu la chance d'avoir 2 auteurs qui ont été sélectionnés pour être exposés à Saint-Malo,
qui sont Patrick Prung, qui est l'un des premiers auteurs de bande dessinée de la Galerie Maguen. C'est vraiment l'image, on va dire, de marque de la Galerie Maguen, avec plusieurs albums édités, Canoë Bay, Frenchman, Iroquois, Paoni. Et donc il y avait une magnifique exposition avec une scénographie qui était incroyable, avec un canoë, une tente et des originaux qui retraçaient toute sa carrière. Et à côté, on a eu la révélation du festival selon Ouest France, qui était l'exposition de Frédéric Pillot, autour de ses derniers livres, Balbuzard surtout, qui était mis en avant avec des originaux, un original de plus d'1,80 m et quasiment tous les originaux de ce livre-là, ainsi que ceux de son livre à paraître, Le Petit Posset, avec Agnès Ledigue, et un autre livre qui s'appelle Krabibi la sorcière, qui sortait pour Halloween, et qui a eu aussi un très gros succès. Et donc on a eu la chance d'être à Saint-Malo et d'exposer ces deux auteurs pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un auteur de bande dessinée et un illustrateur. Et vous retrouverez d'ailleurs une exposition de Frédéric Pillot mi-décembre à la Galerie Maguen. Merci Damien. Je dirais même plus. Est-ce que tu veux un chewing-gum, Benoît ? Non, merci, ça va. Non, ça m'étonne pas parce que très en vogue dans les années 60 et 70, le chewing-gum n'est plus du tout tendance. La crise sanitaire et le port du masque ont accéléré son déclin. Les relations sociales étant ce qu'elles sont, il n'est plus nécessaire d'avoir la laine fraîche. La France était pourtant le 2e pays au monde consommateur de chewing-gum, juste derrière les États-Unis, mais les ventes ont reculé ces temps derniers de 21%. Les jeunes consommateurs éco-responsables ne veulent plus de ce machin collant et polluant. 7 chewing-gums sur 10 sont jetés dans la nature plutôt qu'à la poubelle, écrit Valérie Kudinec-Rioux dans le Télégramme. Alors vous allez me dire, comme à chaque fois, mais quel rapport avec la BD ? Les bulles, tout d'abord les bulles. On peut faire des bulles avec un chewing-gum, mais aussi et surtout les aventures de Malabar. Malabar est un super-héros qui se sort de toutes les mauvaises situations grâce aux super bulles de son chewing-gum. Le célèbre chewing-gum Malabar, star des cours d'école à l'époque, s'était associé à de très grands dessinateurs pour illustrer ses emballages. Des vignettes qui entouraient les vignettes qui entouraient les Malabar ont fait l'objet de plusieurs albums. Des génies de la BD, et je ne mâche pas mes mots, ont participé à ce travail alimentaire. On peut citer Uderzo lui-même, mais aussi Poirier, Delinx, Chaland, Loisel et Margerin. Les titres de ces aventures sont tout un programme. Échec à la folle bulle, SOS Paradisia ou Les monstres de l'espace. Pourquoi ne pas rééditer un jour ces aventures de Malabar ? C'est une idée à ruminer. Et ouba hop, revoici Damien, notre réseau socio-man, qui va nous donner quelques nouvelles des réseaux qui n'ont peut-être de sociaux que le nom. En effet, André, on se retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram avec comme @JDMP Radio. On a l'adresse mail je-dirais-même-plus-radio@gmail.com et on se retrouve sur YouTube après le direct pour le podcast. Je dirais même plus. Bon, les amis, d'ici et d'ailleurs, il est temps pour nous d'aller vivre d'autres aventures au gré des pages de plein d'albums passionnants dont on vous reparlera dès la semaine prochaine. Retrouvons-nous le dimanche 28 novembre avec un auteur qui vient de sortir à la fois un western muet et crépusculaire et un album avec une souris. Merci encore à Zelba d'avoir accepté notre invitation. Merci aux autres voix ayant participé à ce numéro 6 et pas 10, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et rappelons au passage que cette émission n'est pas un numéro, c'est une émission libre. Merci à Greg d'avoir encore une fois
appuyer sur les bons boutons au bon moment, soulever les bonnes manettes quand il fallait et tirer les chevillettes pour mieux laisser choir les bobinettes. Les amis, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines, toutes les prochaines. Parlez-en autour de vous, répandez la bonne parole et partagez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner. C'est parfaitement gratuit et sans obligation d'achat. On vous embrasse bien fort, mais dans le respect des gestes barrières. Tout à fait. Kenavo. Salut!